Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 8h18, nous retrouvons en direct de l'hippodrome de Longchamp le président du MEDEF. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, on va commencer par la question qui fâche, parce que la lune de miel entre le gouvernement et le MEDEF, c'est bien, on va en parler, toutes ces annonces du Premier ministre hier, mais il y a un sujet sur lequel vous n'en démordez pas, et vous allez me dire pourquoi, c'est le temps de travail, l'allongement du temps de travail. Vous avez dit hier, vous tenez bon, vous avez dit Geoffroy Roux de Bézieux, je ne vais pas attendre 2022 pour ouvrir le débat. Pourquoi vous tenez à ce débat sur le temps de travail en France ? Mais vous savez, c'est pas moi qui ai ouvert le débat, c'est le Premier ministre qui a parlé, alors pas hier, de travailler davantage. C'est vrai. Bon, donc le débat, il est ouvert. En fait, le débat, il va avoir lieu quand on reparlera de retraite, parce que le sujet de la retraite n'a pas disparu. Les déficits vont probablement augmenter, on n'a pas encore les chiffres stabilisés. Et donc, quand le moment venu, c'est-à-dire dans quelques mois, on parlera de ce sujet-là, je crois que le sujet de travailler plus longtemps tout au cours de la vie va se reposer. Alors, est-ce que c'est le nombre de trimestres de cotisation? Est-ce que c'est l'âge légal? Est-ce que c'est un bonus-malus? Il faudra en reparler. Mais il n'y a pas 36 solutions pour rééquilibrer le régime des retraites. Alors ça peut paraître un paradoxe pour beaucoup de Français au moment où il y a moins d'activité, où le chômage est quand même à un niveau assez élevé, à 4 millions en catégorie A, 6 millions pour la totalité du nombre de chômeurs en France. Vous dites, vous, patron du BNF, oui, mais pour rester compétitif, pour que l'industrie française qui se bat pour rester au-dessus de 10% du PIB, pour que les comptes sociaux soient équilibrés, oui, on pourra pas attendre 2022 et le débat des élections présidentielles pour dire aux Français, vous allez devoir travailler plus longtemps. Oui, écoutez, c'est pas le sujet du jour. Je crois que c'est même pas l'urgence du jour. L'urgence du jour, c'est vraiment le plan de relance. C'est pour ça qu'on a réuni nos adhérents, pour ça que le Premier ministre est venu. Et il faut faire repartir la machine qui, comme vous le dites, est grippée. On est quand même en dessous du niveau d'activité d'avant le confinement, même si ça repart plutôt un peu plus vite que ce qu'on craignait. Bon, on en reparlera, l'allongement de la durée du travail quand on ouvrira le dossier des retraites, Geoffroy Roux de Bézieux. Vous l'avez dit, est-ce que le gouvernement hier, est-ce que Jean Castex a coché toutes les cases? Est-ce qu'il a répondu à toutes vos attentes, Effectivement, les 10 milliards de réduction des impôts de production, la poursuite du baisse de l'impôt sur les sociétés, le PGE qui va être prolongé à des conditions préférentielles, le chômage partiel, un mois de plus pour tous. Est-ce que 20 sur 20, c'est la note que vous lui donnez? Écoutez, j'ai certainement pas de note à donner au gouvernement. En fait, il a confirmé un certain nombre de choses qu'on avait déjà eues, et le fait que ce soit le Premier ministre qui le confirme leur donne évidemment une valeur plus forte. Dans l'ordre, le plus important, c'est effectivement le chômage partiel. On a encore à peu près 2 millions de salariés qui sont au chômage partiel, essentiellement dans des secteurs en très grande difficulté, de type hôtellerie, restauration, événementiel, le sport, la culture. Ce dispositif, c'est un très bon dispositif. Pour le salarié d'abord, parce qu'il garde l'essentiel de sa rémunération, il garde son employeur et il peut aller se faire former. Et pour l'entreprise qui, elle, garde ses compétences pour quand l'activité repartira. Alors c'est vrai que l'activité repart dans beaucoup de secteurs, pas aussi vite qu'on peut espérer, mais il y a des secteurs qui sont durablement touchés, donc je les ai cités, il y a aussi l'aéronautique par exemple. Donc il faut maintenir ce système, il est donc prolongé jusqu'au 1er novembre, après il y aura une modification, donc ça c'est une bonne nouvelle. Après sur les baisses d'impôts pour les entreprises, c'est une confirmation, ça fait 3 ans que le gouvernement promet la baisse des impôts de production. Enfin là il le fait. Les impôts de production, pour comprendre, là, il le fait. Et ce qui est important pour vos auditeurs de comprendre, c'est que les impôts de production, c'est des impôts que les industriels vont payer à partir du moment où ils font du chiffre d'affaires, mais pas de profit. Et l'année prochaine, ou même l'année d'après, il n'y aura pas de profit, ou il y aura peu de profit dans les entreprises. Donc c'est très important que ça soit cette année, à partir de 2021, que ces impôts de production
baisse. Donc là, la somme annoncée est importante, 10 milliards, c'est un premier pas important. Bon, je rappelle qu'il y a quand même, entre la France et l'Allemagne, on ne parle pas de pays émergents, 70 milliards d'écart entre les deux. Donc c'est un premier pas, c'est le bon signal. Et si on veut réindustrialiser le pays, vous savez que c'est le thème de beaucoup de discours politiques, d'ailleurs à droite comme à gauche, si on veut retrouver des usines dans nos territoires, il faut leur donner le moyen d'être compétitifs. Pas compétitifs avec des pays low cost, compétitifs avec nos voisins proches. Vous venez d'utiliser un mot très important, Geoffroy de Roux-Bézieux, la réindustrialisation, les politiques diraient la relocalisation. Est-ce que le compte y est pour ça? Vous avez parlé d'impôts de production. J'ai vu que l'UIMM demandait notamment la mise en place d'un dispositif de suramortissement pour les investissements verts et les investissements de relocalisation de l'appareil productif. Ça, j'ai pas entendu le Premier ministre en parler. Est-ce que c'est une demande que le MEDEF fait sienne? C'est une mesure supplémentaire, mais pour amortir, évidemment, le suramortissement, ça permet de réduire l'impôt sur les bénéfices. Ouais, c'est ça. Il faut faire des bénéfices, donc c'est pas forcément la mesure la plus opérationnelle, mais elle est importante. Plus globalement, pour réindustrialiser, il faut 3 choses. Il faut de la compétitivité. Il faut trouver les secteurs porteurs d'avenir. On ne va pas faire revenir des très vieux métiers en Europe, il ne faut pas se tromper. Et puis, et il y a un point qui est vraiment très important, c'est qu'on a d'énormes investissements devant nous. La transition numérique et surtout la transition écologique, pour les PME, ça consiste d'abord à dépenser de l'argent pour changer les process. Parce que produire décarboné, c'est possible, dans beaucoup de secteurs, ça existe, la technologie est là, mais elle coûte plus cher. Et donc il faut investir. On sait faire, par exemple, du ciment avec beaucoup moins de CO2, enfin en émettant beaucoup moins de CO2, mais il coûte plus cher que le ciment actuel. Comment on fait? Il faut investir et donc il faut des moyens. C'est pour ça que dans le plan de relance, on a demandé, ça n'a pas été annoncé hier, mais je pense que ça sera annoncé par Bruno Le Maire aujourd'hui, qu'il y ait aussi des moyens pour investir dans l'avenir. Ce sont des sommes considérables. Et c'est quoi ces moyens pour investir? C'est justement du suramortissement ou c'est des... Écoutez, oui, non, alors il y a plusieurs systèmes. D'abord, je pense qu'il y a des sujets de technologie qui doivent être mutualisés au niveau européen. Par exemple, l'hydrogène, par exemple, les batteries de nouvelle génération. Après, quand on redescend au niveau des entreprises, des petites entreprises, il y a parfois des besoins en fonds propres. Vous avez dû voir que le ministre Le Maire a annoncé il y a maintenant quelques semaines une dotation de 3 milliards pour investir en fonds propres dans les entreprises, c'est-à-dire en capital, parce que c'est tellement des changements de process. On est vraiment, il faut comprendre qu'on est vraiment dans certains cas dans des ruptures complètes, des nouveaux process de fabrication pour sauver la planète, que les moyens et la profitabilité des entreprises ne leur suffit pas à investir. Le Premier ministre a également confirmé le report de l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. Vous avez dit hier, notamment sur notre antenne, que vous teniez à cette réforme parce qu'il y avait des abus et que certains, en étant en temps partiel, arrivaient à gagner plus que ce qu'ils gagnaient en étant... Je n'ai pas parlé d'abus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez dit qu'il y avait des situations anormales. Je n'ai pas parlé d'abus. Vous avez dit que c'était pas normal qu'on gagne plus sur les temps partiels. Mais c'est pas la même chose. Bon. Ok, en tout cas, est-ce que cette réforme... ce n'est pas du tout la même chose que parler d'abus. Bon, est-ce que cette... Pardon, je n'ai pas parlé d'abus, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dont acte. En tout cas, vous avez dit... Le système actuel, dans certains cas, permet effectivement d'avoir un plus fort revenu en travaillant partiellement qu'en travaillant à plein temps. Il y a un système technique qui s'appelle le salaire journalier de référence. Je pense qu'il faut le réformer. Après, moi je peux comprendre qu'au moment où effectivement le chômage augmente, on est tous dans une très forte incertitude, on suspende cette réforme jusqu'au 1er janvier. Après, on verra bien quelle est la situation ou quelle sera la situation du chômage 1er janvier. Certains économistes prédisent une explosion du chômage, 1 million de chômeurs supplémentaires, vous avez vu des prévisions des uns et des autres. Moi, je pense que le pire n'est pas certain et que d'ailleurs, la situation est aussi entre les mains des entreprises. C'est pour ça qu'on pousse nos adhérents à embaucher notamment des jeunes. Parce que qu'est-ce qui va augmenter le chômage? C'est plutôt la non-embauche que les licenciements et les plans sociaux. Et donc, en fonction de la situation à la fin de l'année et du nombre de chômeurs, je pense qu'il faudra se reposer cette question, car le principe de cette réforme était un bon principe. Dans la réforme, il y a aussi, vous le savez, la taxation des contrats courts. Si la réforme est appliquée, ça le sera aussi, ou vous pensez qu'on peut encore rediscuter avec le nouveau Premier ministre? On peut toujours rediscuter avec tout le monde, mais
c'est pas tout à fait la taxation des contrats Des courts, CDD, c'est un ouais. système qui peut paraître intelligent, qui s'appelle bonus-malus. Bonus-malus, En gros, ouais. l'idée derrière, c'est les employeurs qui emploient plus de CDD sont taxés, plus leur contrat est court, et ceux qui emploient des CDI ou des CDD plus longs ont un bonus. Le problème, il est simple, c'est que le système qui a été monté par l'administration est une usine à gaz parce que, au fond, elle taxe des secteurs qui sont génétiquement obligés d'employer des contrats courts. Je vais vous donner un exemple très court, très simple, qui est les traiteurs. Quand vous êtes traiteur et que vous organisez des mariages, alors en ce moment, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, des événements, par construction, vous recrutez des contrats courts, vous les recrutez pour l'événement. Et donc, ils seraient désavantagés par rapport à, par exemple, le reste de la restauration, qui est plutôt sur des contrats plus longs. Donc, on ne conteste pas l'idée qu'il faut améliorer les contrats de travail et essayer d'allonger les contrats de travail, mais il y a des métiers où ça n'est pas possible. Pour ça qu'on espère bien rediscuter de ce système avec le gouvernement dans les mois qui viennent. Geoffroy Roux de Bézieux, vous croisez, comme tous les jours d'ailleurs, mais peut-être encore plus aujourd'hui et hier que d'habitude, tous vos adhérents, les milliers de petits entrepreneurs, de patrons, de grands patrons. Est-ce que ça vous a rendu optimiste, là, les 24 heures que vous venez de passer? Est-ce que vous pouvez nous donner ce matin des raisons, malgré la crise, malgré la pandémie latente, de dire qu'on va s'en sortir et que grâce aux entrepreneurs, aux entreprises, à leurs salariés, on va traverser cette crise peut-être mieux qu'on ne le pense? Écoutez, d'abord, un entrepreneur, c'est optimiste par nature, sinon il ferait un autre métier. Donc j'ai vu des gens plutôt optimistes. On a un sondage qu'on a fait auprès des chefs d'entreprise qui montre qu'effectivement, ils sont plutôt optimistes pour leur entreprise, un peu pessimistes pour le pays. Après, des signaux faibles, il y en a. Il y a le nombre de créations d'entreprises, par exemple, qui continue à être en croissance par rapport à l'année dernière. Puis il y a aussi, si vous voulez, le tempérament des chefs d'entreprise que je crois. J'écoutais sur votre antenne chef d'entreprise qui a créé sa marque de cosmétiques pour les femmes atteintes d'un cancer, qui est à 50% de son chiffre d'affaires, si je me souviens du reportage, et qui a, on voit bien dans son expression, les gènes de l'entrepreneur, c'est-à-dire que celle ou celui qui ne prend pas les difficultés pour une raison d'arrêter. Donc le pire n'est pas certain. J'ai au fond l'optimisme de la volonté. Bien sûr que la situation est extrêmement difficile, bien sûr que certains secteurs sont dans une situation infernale avec les fermetures, tout simplement, quand vous ne pouvez pas ouvrir. Mais je trouve que le rôle d'une organisation patronale, le rôle des patrons en général vis-à-vis de leurs salariés, c'est aussi de dire le pire n'est pas certain. Alors il y a un peu de méthode Coué, bien sûr, mais c'est aussi comme ça qu'on s'en sortira. Ouais, et la méthode Coué, ça peut avoir un impact sur le moral. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, en étant avec vous toute la journée, encore en direct de la REF du MEDEF.